Salut, Bonjour, comment t'appelles-tu? Marine. Tu nous appelles d'où? Ou tu m'appelles d'où? De Lyon, Pourquoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui? parce que je pense que ça me permet d'avoir du recul sur l'expérience de la thérapie, de la psychanalyse, et aussi, parce que je pense que j'ai pas fait le tour de la question. T'as pas terminé ton analyse? Non, 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 j'ai pas terminé. T'as fait combien d'années? Alors justement, j'ai fait, une courte année de psychanalyse, donc si tu veux, j'estime pas, avoir fait, enfin, oui, j'ai fait une psychanalyse parce que la psychothérapeute est psychanalyste. Euh, pour autant, moi, une psychanalyse, ça s'inscrit dans le temps. C'est 3, 5, 10 ans, tu vois. Donc, j'estime ne pas être arrivée au bout, ça très clairement. Je sais que je suis arrivée au bout d'un travail, enfin, en tout cas, quand j'ai quitté la thérapie, j'avais besoin d'arrêter pour terminer une première tranche, on va dire. Mais je sais pertinemment au fond que c'est pas terminé. C'est intéressant ça parce que je trouve, et on va le voir dans ton témoignage, peut-être qu'on peut remettre en question la durée d'une psychanalyse. Toi, tu te contredis d'ailleurs, tu dis à la fois ça va durer longtemps, ça doit durer longtemps, et à la fois tu as l'air de reconnaître qu'une première tranche s'est exécutée en un an, ou un bout s'est exécuté en un an. Il faut dire quand même que, on va dire que c'est la dernière thérapie que j'ai faite en date. Avant ça, j'ai vu plusieurs psychologues. Donc, si tu veux, j'avais déjà entamé un travail Hmm. avec des psychologues psychanalystes aussi, si tu veux. Donc, dans les techniques, il y avait des similarités. Hmm. Donc, si tu veux, j'avais déjà travaillé des choses autrement avec d'autres personnes. Donc, je pense que ça a favorisé aussi peut-être le fait de terminer une première tranche au bout d'un an seulement, quoi. Mais je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Comme j'ai dit, j'avais besoin de quitter la thérapie pour avancer, en Hmm. fait. Tu peux me raconter le déclic? Pourquoi tu es rentré en analyse? J'allais pas bien. je, je faisais des insomnies. Enfin, du jour au lendemain, je me suis mise à ne plus dormir la nuit, ou alors à me réveiller à 3 heures du matin et être incapable de me rendormir. Et c'est arrivé plusieurs nuits de suite, plusieurs semaines de suite. Et je suis arrivée au travail un jour et j'ai craqué, en fait. Je me suis mise à pleurer, j'étais épuisée. Et j'en ai parlé à une personne de mon entourage qui se trouve être psychologue et elle m'a dit, écoute, Marine, c'est le moment ou jamais de revoir un psychologue parce que sinon c'est l'hôpital psychiatrique, en fait. Donc je pense qu'elle avait voulu un petit peu me mettre la pression pour un petit coup de pied aux fesses, on va dire. Et ça a été ça le déclic, en fait. Donc tu fais des insomnies, tu n'as absolument pas idée de ce qui se joue pour toi à ce moment-là? Ah non, pas du tout. Alors, enfin je dis pas du tout, mais en fait si. C'était aux alentours du mois de mars, il y a quelques années maintenant. Et c'était quelques semaines avant une date anniversaire importante pour moi dans ma vie, qui représente un grand traumatisme. Et en fait, je pense que c'était lié à l'approche de cette date anniversaire, en fait. De quoi tu parles? Euh, En 2014, j'ai eu une inflammation de la moelle épinière, quelque chose d'extrêmement subi, et je me suis retrouvée paraplégique à la suite de cet événement. Et si tu veux, chaque année après ça, la date du 12 avril était toujours compliquée à vivre déjà et à anticiper. En fait, je savais que quelques semaines avant, la date arrivait, donc ça remuait toujours chaque année, ça remuait quelque chose au fond de moi, même si c'était des choses différentes à chaque fois. Le 12 avril, c'est la date de quoi? Du diagnostic? C'est la date de mes derniers pas et la date du coup de la paralysie, en fait, même si ça a continué pendant 2 semaines où la paralysie a monté dans mon corps. Mais c'est ce jour-là si tu veux, qui pointe mes derniers pas, et je les ai vécus, donc c'est important. Et le début d'une autre vie et la fin de ma vie précédente. Pour moi, il y a vraiment un avant et après 12 avril
Et ouais, c'est marqué d'une pierre blanche, quoi, comme on dit malheureusement. Ouais. Je te vois alors, nous on a la vidéo, on n'enregistre que le son. Je te vois du coup que jusqu'aux épaules et je vois tes mains bouger, ta tête bouger. Ta paralysie s'arrête où? Elle s'arrête au-dessus du ventre, en fait, un peu en dessous de la poitrine. Ouais. Du coup, le moment de ces insomnies, ça fait combien de temps que tu es paralysée? Je crois que ça fait quelque chose comme 4 ans. Ouais. Et là, soudainement, au bout de 4 ans, quelque chose de nouveau, en tout cas ce nouveau symptôme d'insomnie apparaît et te fait aller en analyse, c'est ça? Ouais. Et à savoir que ça faisait déjà quelques années que j'avais plus de suivi psychologique. Oui, voilà, ça faisait déjà quelques mois que j'avais plus de thérapie, donc forcément, ça pouvait pas aller très bien. Quand tu rentres en analyse, déjà, pourquoi la psychanalyse? Et du coup, tu y allais combien de fois par semaine? Est-ce que tu étais assise ou allongée? Ouais. Alors, c'est un total hasard parce que c'est la psychanalyste que j'avais quand je vivais à Paris, à l'époque, qui m'a donné ce contact quand j'ai déménagé à Lyon. Il était question que je continue une thérapie, ça c'était certain à ce moment-là. Et donc, elle m'avait donné ce contact-là qui s'avère, cette psychologue s'avère être aussi psychanalyste. Donc, à la base, c'est un hasard. En tout cas, en termes de dispositif, j'étais pas allongée. J'avoue que j'attendais à ce qu'elle me le propose. Je me disais un jour ça va venir. Elle me l'a jamais proposé. En tout cas, en termes de... C'était une séance par semaine, jamais plus. À la toute fin, justement, avant de terminer la psychanalyse, pendant 2 mois, je suis passée à 2 séances par mois. Tu vois, comme si je préparais un petit peu la fin quand même, sans trop le vouloir au départ, mais ça, je pense que ça se préparait. Qu'est-ce que tu as découvert en analyse? Est-ce que le nœud que tu as exploré, c'est le fait d'être paralysé ou tu as découvert d'autres choses? Alors, j'avoue que j'y allais dans l'idée de parler du handicap et de cette souffrance qui, même au bout de 4 ans, était encore assez lourde à porter, quoi. Pour moi, c'était un vrai traumatisme. Ça s'est passé quand même en moins de 24 heures, quoi. Donc, c'était vraiment très rapide. Et pour moi, il était vraiment question de parler de ce sujet-là pour aller mieux, parce que je ressentais énormément de colère, une colère qui n'avait pas d'objet, si tu veux. Et j'avais besoin de parler de ça à la base. Il s'est avéré que par la magie, entre guillemets, de la thérapie, c'est allé toucher d'autres sujets, d'autres nœuds, comme tu appelles. Des nœuds qui concernent la famille, qui concernent le travail, qui concernent la maternité aussi un peu. Voilà, sans aucun lien avec le handicap? Ou c'est l'impact du handicap sur ta vie, ouais? Ben, oui et non, à vrai dire. En tout cas, le nœud de la famille, à la fois c'est lié au handicap, mais il y a des choses qui sont ressorties qui étaient bien plus vieilles que ça, qui étaient bien avant le handicap. Donc, si tu veux, le handicap s'est mêlé à tout ça. Hein. C'est pas une chose qui, au final, est à distance de mes problèmes d'enfance, on va dire. Ça, c'est venu s'ajouter et du coup complexifier les choses. Ouais. J'ai l'impression, à t'entendre, que tu as quand même commencé avec cette question du handicap. Ah oui. Comment la psychanalyse t'a aidé pour sortir des insomnies? Et je sais pas, moi je te propose quelque chose. Est-ce que tout simplement une fois par semaine avoir un espace pour exprimer cette colère, sortir cette colère de ton corps? Tu disais une colère qui avait pas d'objet. Ouais. Je pense que tu as dit la réponse à la question finalement. Parce que je pense que je suis incapable de savoir exactement par quel mécanisme, par quel procédé j'ai pu aller mieux.
Il s'avère que très très rapidement après avoir commencé la thérapie, je me suis remise à dormir. Donc je pense que c'est quelque chose de totalement inconscient. Et c'est en ça que je parlais tout à l'heure de magie de la thérapie, quelle qu'elle soit. C'est que ça m'a effectivement donné un espace d'expression, de parole, d'écoute, que je me laissais peut-être pas à ce moment-là. Et ça se manifestait justement par des insomnies. Voilà, en tout cas par quelque chose qui n'était pas sain. Comment est-ce que ton analyste t'a aidé à sortir cette colère? Alors, elle m'a beaucoup écoutée. En fait, j'ai l'impression, même si je sais que mon souvenir est un petit peu biaisé, j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup parlé, qu'elle a très très peu parlé. J'ai l'impression de n'avoir fait que parler. Donc je vais pas dire qu'elle m'a pas aidée, c'est pas vrai, parce que c'est peut-être par ce silence-là et par cette écoute qu'elle m'a aidée. Je sais juste quand même, je me souviens d'une chose qu'elle m'a dite, où un jour je pleurais, j'étais vraiment pas bien, à dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que je vais arrêter de me sentir aussi mal et en fait, en gros, j'ai remis en question la thérapie. Je dis mais en fait à quoi ça sert, parce que bon, je suis peut-être pas si mal qu'il y a quelques mois, mais mais ça résout pas mon souci. Je vais pas me remettre à marcher par magie demain. Je vais pas me mettre à être heureuse entre guillemets et à me sentir mieux dès demain. Et elle m'a répondu, en fait, c'est vraiment par la répétition. C'est à force de parler, de redire les mêmes choses, de les dire d'une façon différente, qu'au bout d'un moment, vous allez vous libérer de ça. Et je crois que le jour où elle m'a dit ça, ça a été ça a été très salvateur. En fait, j'ai compris que ça allait pas se faire par magie et qu'il fallait parler, parler, parler pour que ça sorte, en fait. Toi, t'as l'impression que cette répétition, elle use nos peines? Elle a usé ta peine? Ou elle l'a transcendée? En fait, je vais l'imager parce que je sais pas trop comment le dire avec les mots. Tu vois un peu l'idée d'un barrage qui retient l'eau. Et en fait, c'est en ouvrant les vannes que le barrage se vide. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est que tu ouvres une porte et il faut que ça se déverse. J'ai l'impression, tu vois, que entre guillemets, notre esprit, notre inconscient, comme on veut l'appeler, quand il vit des difficultés, des pressions, des tensions, en fait, si tu n'ouvres pas les vannes, si tu n'ouvres pas les portes, au bout d'un moment, ça fait pression et t'as l'effet cocotte minute, en fait. Je le symbolise beaucoup parce que je pense que c'est plus parlant. Mais je l'ai vraiment senti comme ça. Et je l'ai vraiment senti comme ça. Je vais te partager un moment vraiment difficile de ce que j'ai vécu quand j'étais en rééducation, donc post-paraplégie. J'étais 8 mois à peu près hospitalisée au total, dont 6 mois en rééducation. Et au bout de quelques mois, au bout de 3-4 mois, un jour, je me suis mise à pleurer, à ne plus pouvoir m'arrêter. En fait, c'était complètement insensé. Je m'enfermais dans la salle de bain de ma chambre, parce que j'avais une voisine, et je pleurais. Il fallait que je m'enferme, parce que sinon, je me dis, mais elle va me prendre pour une folle, quoi, à pleurer en permanence. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, tout à coup, ça s'arrêtait. Et le lendemain, ça recommençait. Et puis, ouais, voilà, j'avais des périodes comme ça où il fallait que ça se vide. Tu vois, cette image du barrage, il fallait que ça se vide pour que j'aille mieux, quoi. Donc, voilà. Moi, ça me touche énormément ce que tu dis parce que je vis en ce moment une période très difficile, un deuil, une rupture, et en fait, c'est exactement ce qu'une amie me conseillait, c'est exactement ce que je vis en ce moment dans ma chair, ce besoin de vider et un obstacle clé qui est mon jugement. Voilà, excuse-moi, mais je parle pas du tout de la même histoire que toi, mais ça m'a vraiment touché. Et cet ami me parlait, alors c'était en anglais, donc there's no way around but through. En fait, en français, je sais pas ce que ça donne, mais tu peux pas. C'est à travers. Ouais, tu peux pas éviter pour y arriver, faut passer à travers, quoi. Tu peux pas passer ni à gauche ni à droite.
T'as pas le choix. Ou en tout cas, tu peux avoir l'illusion de pouvoir passer à côté. Moi, c'est ce qui s'est un petit peu passé les premiers mois de la paraplégie, c'est que mon mécanisme de défense, c'était l'humour, c'était le rire. Mais au fond de moi, j'étais une ville bombardée, quoi. Si tu veux, autour de moi, je montrais à ma famille, à mes amis que je m'en sortais plutôt pas mal. Mais en fait, à l'intérieur, c'était un enfer. Donc, j'ai cru pendant un certain temps que j'allais m'en sortir et que tout allait très bien se passer en niant un peu la difficulté et les douleurs que je pouvais ressentir. Et en fait, ça m'a rattrapée. Tu ne peux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que t'as dit, cette amie, c'est que tu peux pas passer à côté, ou en tout cas, si tu essayes de passer à côté, ça te rattrapera un jour ou l'autre. C'est inévitable. Ouais. Et il y a ce... je pense que socialement, enfin, moi, ça me fait peur, cette tristesse qui se vide. Et puis en plus, c'est pas linéaire. Donc du coup, en fait, t'as parfois l'impression de repasser aux mêmes endroits et t'es un peu là, mais genre, en fait, ça marche pas le délire. Et puis ça épuise, quoi, ça vide, et donc ta vie en est transformée. Toi, ça a duré combien de temps? Parce que ce que je comprends, c'est que en analyse et en dehors de l'analyse, tu vidais et tu disais, une fois que je vidais, je me sentais mieux, jusqu'à parfois le lendemain repartir dans les larmes. Ouais. Alors ça, l'épisode que je te raconte des larmes, c'était vraiment 2-3 mois après. C'était le présent, quoi. D'accord. Et donc ça pouvait pas en être autrement. Disons qu'il y a eu plusieurs paliers. La première année, ça a été vraiment un enfer. Enfin, je peux pas dire autre chose. Parce que tu vois, sur un an, c'est 8 mois d'hôpital, quoi. Après, tu rentres... Moi, je suis rentrée chez mes parents, en l'occurrence, à ce moment-là. Enfin, c'était faire 3 pas en arrière dans ma vie d'adulte naissant, à ce moment-là. Et, tu avais quel âge? J'avais 23 ans. Et aujourd'hui? J'en ai 31. Ça fait 8 ans. D'accord. Et en fait, voilà, donc vraiment, peut-être pour synthétiser, il m'a fallu un an de tourbillon, de tornade. Après, c'est des paliers, tu vois, il y a eu 3 ans où, en gros, pendant 3 ans, c'est encore difficile. Et puis à 5 ans, ça commence à aller mieux. Et là, je me rends compte que depuis ces 5 ans, je suis capable d'en parler sans me mettre à pleurer, sans que ce soit non plus difficile et sans que ça remue trop de choses. Parce que tu en parles beaucoup, c'est inévitable que t'en parles à 1 an, t'en parles à 3 ans, parce que les gens te font en parler, que tu le veuilles ou non. En fait, on te demande souvent, t'es en fauteuil, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, tu peux pas ne pas en parler, c'est impossible. La psychanalyse est arrivée, j'ai l'impression d'entendre, plutôt vers la fin de ce processus, ou en tout cas, pas vers la fin, mais plus tardivement. Est-ce que les insomnies et le déclic vers la psychanalyse, c'est parce que tu étais prête à passer à l'étape d'après, et qu'avant, en fait, tu pouvais pas, en fait, venir dans un espace thérapeutique creusé? Alors, je verrais la chose comme avant, au départ, dans les premières années, j'avais besoin, c'était du déversement, en fait, c'était se libérer de cette colère, de ce mal-être, de cette tristesse. Et en fait, je pense que tant que je ne m'étais pas libérée de ça, je pouvais pas aller dans l'analyse et dans la réflexion. D'ailleurs, tu as dit que tu as fait plusieurs thérapies. Ouais. Mais c'était pas psychanalyse au début. C'était psychothérapie, hein. D'accord. Et c'est quoi la différence de cette année de psychanalyse? Pourquoi, à part le titre de la thérapeute, toi, tu as vu une différence? J'ai vu une différence dans l'approche. Et quelque chose que toi, tu abordes souvent dans tes enregistrements, c'est le silence du thérapeute. Qui était beaucoup plus important dans la psychanalyse que dans les autres thérapies que j'ai pu avoir. C'était aussi, tu vois, des réactions, ce qu'on peut appeler en réflexion, tu vois, redire un mot que j'avais utilisé, disons pointer
l'endroit où ça faisait mal, entre guillemets, ou en tout cas où il y avait un intérêt pour le thérapeute. C'est chouette que tu racontes ça parce que ces choses que tu racontes sont exactement celles qui sont moquées ou décriées ou, tu vois, et d'ailleurs avec justesse certainement pour plein de gens. Mais pour toi, en tout cas, le silence et les et en fait l'espace que l'analyste te proposait, plus dans certaines formes de psychothérapie où la personne vient répondre et ou conseiller, toi, ça t'a aidé? Parce que très clairement, dans la situation dans laquelle j'étais, en tout cas, aucun thérapeute ne pouvait comprendre, en fait, ce que j'y vivais. Donc ça peut être ça, je dis pour n'importe quoi. Hein, moi, c'est un exemple un peu particulier que j'ai donné, mais en fait, qui d'autre que moi pouvait avoir la réponse? En fait, quel thérapeute pouvait me dire, mais non, Marine, en gros, faut sortir la tête de l'eau. Mais non, en fait, tant que t'as pas vécu ce que moi j'ai vécu, à quel moment tu peux me donner des conseils? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en ça que je trouve que la psychanalyse est chouette, c'est que ça te laisse l'espace et à la fois, t'as quelqu'un qui vient te recadrer entre guillemets, quand il y a besoin. T'as un exemple de ça qui te vient? Malheureusement, non. C'est ok. Tu parlais de plusieurs nœuds, famille, travail, maternité. Ouais. Alors c'est surtout famille-travail quand même. Famille-travail, ouais. Qu'est-ce que tu as découvert sur ces nœuds? Alors, c'est quand même beaucoup le nœud famille qui s'est travaillé. Je te raconterai le nœud travail après parce que c'est ce qui a fait ma dernière séance. Donc je le garde pour la fin. Ça marche. Le nœud famille, ça a concerné mes parents et mes frères. J'ai 2 grands frères. Et il s'avère que j'ai trouvé que mes frères n'avaient pas été assez présents dans mon traumatisme. Si tu veux, ils ont un peu fui la situation. Je crois qu'ils n'ont pas su comment réagir, alors que mes parents ont été présents, ils ont été géniaux. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre déjà pour accepter que mes frères n'avaient pas été présents. Et pour le conscientiser, en fait. C'est peut-être bête, mais ça m'a pris quelques années. Et je vais te raconter une anecdote parce que c'est ce qui, je trouve, est merveilleux dans la psychologie, c'est ces mouvements de transfert et de déplacement. En fait, quelques temps après ce qui m'est arrivé, j'ai été très en colère envers un de mes oncles qui se trouvait en tout cas à ce moment-là en froid avec ma mère. Et donc de toute la fratrie de ma mère, il y a que lui en fait qui ne prenait pas de nouvelles, qui ne l'appelait pas en disant comment ça va, qui n'était pas là pour elle en fait. Et pendant pendant vraiment plusieurs années, j'étais en colère contre lui. Je lui ai envoyé une lettre, mais le pauvre, je n'aurais pas aimé recevoir ce genre de lettre parce que je le côtoyais plus, je le voyais plus. Donc entre guillemets, la seule façon que j'ai eu d'exprimer les choses, c'était par écrit. Et tu lui as envoyé une lettre pour l'accuser ou lui demander des comptes? Oui, pour l'accuser. En disant, sachant qu'on était une famille très proche jusqu'à il y a quelques années, et jusqu'à ce que mes grands-parents meurent et qu'il y ait tous ces soucis d'héritage débiles qui s'ajoutent à ça. Et c'est à partir de ces moments-là que mon oncle s'est un peu détaché de la famille, alors que vraiment avant c'était la famille idéale, tu vois. Donc j'étais proche de cet oncle-là quand j'étais petite, j'allais en vacances chez lui tout le temps, j'étais proche de ses filles. Et puis, voilà, petit à petit, les années passant, ces histoires d'héritage ont fait du mal à la famille. Il a répondu à la lettre? Non. Non. Et qu'est-ce que t'en as fait, toi? Comment t'as compris qu'il y avait eu un déplacement ou un transfert? Alors un jour, quand même en thérapie, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai autant de haine envers lui? Pourquoi lui, en fait?
Et donc petit à petit, et ça je pense que c'est aussi le résultat de la thérapie, de rêves aussi, qui ont fait qu'un jour j'ai compris que c'était tellement difficile pour moi d'accepter que mes frères aient été absents, pas présents pour moi. C'est, je pense d'un point de vue psychique, tellement violent que j'ai dû déplacer cette douleur sur un espèce de miroir. Tu vois, le frère de ma mère, voilà, ça a une connotation quand même. C'est un lien qui est déplacé, qui est éloigné. Donc c'est un peu moins douloureux d'être en colère contre quelqu'un qu'au final je n'aime pas tant que ça. Et le jour où j'ai compris qu'en fait j'avais déplacé cette colère de mes frères contre mon oncle, ça a été presque un choc. Ça me paraît hyper simple quand je te le raconte. Et à la fois c'est des années de réflexion et quelques mois sur le divan qui m'ont quand même permis de comprendre ça. Et ça, ton analyste, elle a fait une interprétation de rêve. Tu parlais de rêve tout à l'heure, où elle a dit elle-même des choses pour t'aider sur ce chemin de conscientisation? J'en ai pas le souvenir. C'est toi, un jour? Ouais, j'ai l'impression parce qu'un jour, j'ai fait un rêve. Enfin, j'ai eu une période où je faisais un peu toujours les mêmes types de rêves. Et je me souviens surtout d'un où, en fait, on était à un repas de famille avec tous mes cousins, mes frères, mes parents. Et mes frères étaient toujours loin, en fait, au bout de la table. Il y avait mes parents et moi dans le coin de la table, et mes frères, ils étaient loin, ou alors ils étaient pas là. En fait, c'est comme je symbolisais la séparation de la famille que moi je vivais, c'est-à-dire à la fois mes parents et moi, une sorte de noyau, et eux deux qui tournent autour mais sans être là. Et c'était toujours ce même genre de rêve. Et c'est à partir donc c'est la thérapie, c'est les rêves qui ont fait que j'ai compris que j'avais fait ce déplacement. À tel point que du jour où j'ai compris, j'ai plus eu de colère contre cet oncle, en fait. Ça a été quasi systématique. Je me dis, ben voilà, c'est juste que tu lui en veux pas, en fait, à cet oncle-là, c'est à tes frères que t'en veux, et c'est à toi maintenant d'aller travailler cette colère-là avec eux, quoi. Et t'as fait quoi avec cette colère? Bah, j'ai pas été très maligne parce que j'étais encore trop dans la colère. En fait, je l'ai gardé pour moi pendant un temps. Je le subissais, j'étais triste à chaque fois que j'allais chez mes parents. Je me rendais compte que j'avais pas de conversation sérieuse avec mes frères, que j'étais pas capable d'avoir une relation tout court avec eux. Et puis un jour, un autre événement dans la famille, on apprend que mon père a un cancer. Et là, c'est un peu trop la goutte d'eau, quoi. Je me dis, ok, là, ça fait vraiment beaucoup. Je commence seulement à aller un petit peu mieux. Se rajoute ce sujet-là, non, ça va pas le faire. Et j'ai écrit à mes frères, en fait, en leur disant, bon, bah voilà, je viens d'apprendre pour papa. Il y a intérêt à ce que vous soyez présents pour lui, comme et que vous réagissiez différemment que l'année 2014, que cette année difficile pour moi. Et sauf que je l'ai fait en total moment de désespoir et par écrit, tu vois, la pire des manières. Je crois que je sais pas faire autre chose que de communiquer par l'écrit, donc c'est pas toujours la meilleure des solutions. Et du coup, il a fallu des mois derrière pour ramasser un peu ces pots cassés là. C'est que mes frères, ils ont pas compris, quoi. Ils ont pas compris la méthode, ils ont pas compris ce mouvement de colère, quoi. Et c'est un mouvement de colère qu'ils ont même pas pu affronter parce qu'ils ont déjà fui quand j'avais besoin d'eux. Donc là, forcément, ils ont fui face à mes accusations, en fait. Et ils le savaient très bien qu'ils n'avaient pas été assez présents. Ils le savaient très bien, mais ils pouvaient pas l'assumer, en fait. Est-ce que j'entends que la psychanalyse t'a aidé à faire émerger le sujet de la colère? Est-ce que ça t'a aidé aussi pour en faire quelque chose? Parce que tu vois, tu envoies ces lettres. Est-ce que en analyse, il se passe des choses pour comprendre ces passages à l'acte et ou décider de la suite? Eh ben, je dirais que la psychanalyse, effectivement, m'aide à le conscientiser. Et en fait, j'ai l'impression que le reste de l'exercice
va de soi. C'est-à-dire que bon, c'est bien de le conscientiser, mais après, il faut en faire quelque chose, en fait. Et c'est encore dans cette idée d'évacuer. C'est qu'en fait, moi, je pouvais pas être consciente de cette colère face à mes frères sans les y confronter, en fait. Parce que sinon, ça sert à rien, tu peux pas t'en dégager de tout ça. Donc pour moi, c'était logique. Et ça a marché ou pas ? Ça a marché pour mon oncle, on va dire, parce que je m'en suis détachée. Ça a moyen marché pour mes frères, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément d'écho à mon besoin, en tout cas, de les confronter. J'ai confronté un de mes deux frères. Un jour, on s'est appelé. On a parlé pendant peut-être 2 heures et on en est arrivé à la conclusion que j'entends ton propos, mais je ne le comprends pas. Tu vois, c'était chacun restait sur ses positions. Donc, avec un de mes frères, on n'a jamais réussi à aller au bout de cette discussion. Avec l'autre, on n'en a jamais vraiment parlé, mais l'autre, c'était un petit peu moins. Il a été un petit peu plus présent, un tout petit peu plus. Donc, on va dire que je lui envoie un petit peu moins. Et en fait, c'est moi qui un jour j'ai lâché. En fait, j'ai complètement lâché avec ça. Je me suis dit, écoute Marine, voilà, c'est tes frères. Tant pis si tu fais pas ta vie avec eux. C'est pas parce que c'est la famille que tu dois vivre avec eux et t'entendre avec eux. Et du coup, à partir de là, mes relations avec eux se sont apaisées. Parce que je pense que, je sais pas si on peut parler d'énergie ou je sais pas, mais quand je suis avec eux maintenant à table, j'ai moins cette colère. Je suis moins. Peut-être que j'étais pas du tout avenante avec eux tellement j'étais en colère contre eux. Et du coup, ils le ressentaient consciemment ou non. Ils ressentaient ça et ils pouvaient pas aller de l'avant vers. Enfin, ils pouvaient peut-être pas aller vers moi si moi j'avais déjà mis une barrière en fait. Et je me rends vraiment compte que depuis que j'ai lâché avec ça, je leur parle plus, ils me parlent plus et c'est un petit peu plus apaisé, même si le fond du problème ne sera jamais réglé, parce que je crois que de toute façon, ils n'assument pas avoir été aussi absents. Donc, je pense qu'ils ont peut-être un peu trop de fierté. Tu vois, c'était les grands frères, quoi. Dans la symbolique, moi, j'aurais voulu qu'ils soient là et qu'ils me protègent, mais le fait est qu'ils n'ont pas eu... et mon grand frère me l'avait dit, il m'a dit, tu sais... moi, j'ai pas assumé, je savais pas quoi faire, j'étais impuissant, j'avais trop de douleur en fait. Donc, qu'est-ce que je pouvais moi t'apporter encore plus de douleur, quoi, tu vois ? Et j'ai compris ça aussi, même si je leur en veux quand même, malgré tout. Ouais. Voilà. Et tu peux m'emmener dans selon toi, l'autre nœud de cette année d'analyse ? Oui, alors, pour la petite historique, j'ai fait des études en langue étrangère et après dans le tourisme. Et si tu veux, donc ce qui m'est arrivé est arrivé à la toute fin de mon master. Et à ce moment-là, je me disais, mais purée, mais quelle bêtise j'ai faite. Parce que j'avais aimé mes études, j'avais fait plein de choses à l'étranger, c'était génial. Mais depuis plusieurs années, j'avais le sujet de la psychologie qui me titillait, quoi. Et à la fin de mon master, je me suis dit, bon, je me sens pas du tout de recommencer des études, pas après 5 ans. Donc, tant pis, je prendrai des cours du soir à la fac à Paris, je vais bien trouver une fac qui fait ça, et ça deviendra un sujet d'intérêt et pas un sujet d'études ou de travail. Et est arrivé ce qui m'est arrivé. Et du coup, ça a tout remué dans ma tête, en fait. C'est inévitable que ça ait été un tsunami, et je me suis encore plus intéressée à la psychologie. Sauf que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de psychologue, je veux pas juste m'y intéresser. Mais pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire déjà, j'avais besoin de me reconstruire, donc je pouvais pas commencer à travailler, me reconstruire et reprendre des études de psycho, c'était beaucoup trop. Donc je me suis dit, on verra, dans quelques années, on verra. Et donc c'est joué dans la thérapie la décision de reprendre mes études. En fait, ce qui fait déjà à la base que j'ai pas fait psycho après le bac, c'est
comment je pourrais appeler ça ? Plusieurs concours de circonstances. Le premier, c'est que j'ai une cousine qui un jour m'a dit « Oh non, je te vois pas faite pour ça ». Un jour où ma mère me dit « Tu sais, Céline, donc qui est une autre de mes cousines qui est psychologue, tu sais Céline, elle termine ses études et elle trouve pas du travail facilement, ce qui dans les faits n'est pas vrai. » Il y a eu plusieurs petites choses comme ça qui m'ont fait dire « Bon tant pis, en fait, je vais choisir autre chose ». Et il s'est trouvé que c'était les langues étrangères. Donc, une fois que j'ai eu compris les différents freins qui m'avaient été mis, je me suis dit, non, cette fois-là, je vais prendre la décision en mon âme et conscience et personne ne va m'influencer. Ce qui fait qu'un jour, donc je préparais quand même un peu ma sortie, on va dire, j'avais réduit le nombre de séances par mois. Je comprends pas le lien. Le moment où tu décides de faire tes études de psychologie, en quoi ça se joue dans ta thérapie ? Alors justement, en fait, je réduis les séances et un jour je dis à la psychologue, écoutez, je vais arrêter là parce que je lui dis pas en fait pourquoi j'arrête, je lui cache complètement. Je lui dis voilà, je pense que j'ai fait le tour et je sais qu'elle essaye de m'en dissuader. Et à la fin, elle me dit écoutez, en fait, moi, je suis là si vous voulez continuer, si vous changez d'avis, si dans quelques mois vous le souhaitez. Et je lui réponds vous allez peut-être bientôt être en retraite. En fait, c'est une dame qui avait peut-être 55 ans, 60 ans, tu vois. Bon. Et c'est la première fois que je lui fais une petite phrase un peu pinçante comme ça. Je la renvoie en fait à son âge et au fait que elle sera bientôt plus psy, quoi. Elle va être en retraite. Et j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai dit ça sur le moment. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, à ce moment-là, ma mère était en processus était en fin de carrière et allait être en retraite. Donc je pense que j'ai fait une nouvelle fois un déplacement de ma mère sur la psychologue en disant donc je quitte la thérapie sans te dire pourquoi et je te renvoie sans te dire pourquoi. Et comme si j'avais eu... Et c'était ta dernière séance. Et c'était ma dernière séance. Parce que je pense que j'avais besoin d'acter le fait de les gars, je vais faire ce que je veux, vous aurez rien à dire. Et à tel point que d'ailleurs, je n'ai pas dit à ma famille que j'avais repris des études de psycho. J'ai attendu d'avoir la validation de mon dossier pour leur dire. Tu vois, il fallait que j'acte ce truc de c'est moi qui prends la décision et personne n'aura son mot à dire. Seul, ouais. Tu te rappelles ce que ton analyste a dit ? Tu as dit pendant sa dernière séance, elle a essayé de me dissuader d'arrêter. Tu te rappelles ce qu'elle t'a dit ? Alors, je me souviens plus exactement, je t'avoue. Mais c'est une des seules... je me souviens de l'idée. Et c'est une des seules choses que je me souviens qu'elle ait dit de cette année. Je me souviens de rien d'autre. Ou de très, très, très peu de choses. Je me souviens juste qu'elle a essayé de m'en dissuader. Comment, j'en sais rien. Peut-être en me disant que le travail n'était pas tout à fait fini. Et je me souviens quand même surtout qu'elle m'a dit... en tout cas, vous pouvez revenir. N'hésitez pas à revenir et à m'appeler, en fait. Je me souviens surtout de ça. Tu y es retournée ? Non. Et j'y pense toutes les semaines. je pense à elle toutes les semaines. Donc je pense que... Et tu penses à quoi ? Je pense à son cabinet. Je revois les objets, je revois les choses que je regardais depuis le divan. Je me souviens d'elle, du siège sur lequel elle était assise. Je pense à elle en me disant je vais y retourner, quoi. Et c'est en ça que je sais que c'est pas fini. Et à ton avis, je sais pas si c'est possible, je sais pas si cette question n'est pas impossible, mais à ton avis, la prochaine tranche, il sera question de quoi ? Tu sais que tu veux y revenir, pourquoi ? Je sais que je veux y revenir parce que j'ai je dirais que déjà à la base, à chaque âge, c'est problématique, on va dire. Et là, j'entame la trentaine, ce qui pour moi est synonyme de construction de couple, de famille,
toujours aussi une remise en question de ma profession. Hein. J'en suis quand même toujours sur ce nœud-là parce que c'est en cours. Mais je pense que se jouerait la question de la maternité, liée au handicap aussi, évidemment. La question du couple. Ces questions qui me semblent, à la trentaine, assez imposantes. Ouais, je pense que ce serait ça. Parce que c'est des choses qui me travaillent, moi, au quotidien, tu vois. Même si j'ai plus de thérapie, c'est des choses qui, moi, me travaillent. Je le ressens bien, ça. J'ai envie de te faire réagir. En fait, moi, je suis le dernier de ma famille. Toi aussi, si j'ai bien entendu. Ouais. J'ai un grand frère et une grande sœur que j'embrasse s'ils m'écoutent. Et en fait, je me retrouve vachement dans... Ton histoire fait vraiment écho à des comportements que je peux avoir. Et moi, j'identifie chez moi... Est-ce que c'est parce que je suis le petit dernier? Peut-être, moi je le crois un petit peu. Je me vois idéaliser les autres, l'autorité, tes frères face à... Bah voilà, ils ont le pouvoir, ta mère qui a aussi le pouvoir sur ton futur, ce qu'elle dit. Alors après, c'est aussi ta mère. Hein. Mais en tout cas, moi je me vois idéaliser l'autorité. Et à la fois avoir terriblement besoin de faire ma propre identité. Et donc à la fois je veux leur validation, je veux quelque part rendre mon individualité, je veux conformer, et je veux que eux me prennent comme un bébé, quoi. et que eux, avec leur toute puissance que je leur donne, du coup, allègent mes peines et que je ne sois plus seul et à la fois, bah non, quoi. Alors, soit c'est grandir, et en fait, plein de gens se retrouveront parce qu'on est tous comme ça, soit peut-être qu'il y a un élément d'être dans une fratrie le dernier. Mais moi, je sais que la validation, je sais que la question d'être validé et ou d'être dans les normes et ou du regard de mes parents, de mon grand frère et de ma grande sœur, j'y suis extrêmement sensible. Ouais. Parce que quelque part, si je continue un peu à te gratouiller, je me suis vu en toi, je me suis reconnu en toi quand je t'entendais ne pas pouvoir accepter que tes frères sont des petits humains et qu'en petits humains, en fait, ils ont été dépassés par leurs propres émotions et que là, ce qui a primé, c'est pas toi, la petite sœur, mais c'est eux. Parce qu'au final, en fait, c'est toujours ça. Hein. Ce qui prime, c'est avant soi, je crois. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis, cette espèce de contraste entre être le dernier, donc être un peu chouchouté, tu vois, dans la symbolique familiale, être le chouchou en tant que dernier, et à la fois être aussi celui qui passe après, quoi. Moi, je sais qu'avec mes frères, franchement, ils m'ont pas, avant tout ça, quand j'étais enfant, ils m'ont pas rendu la vie facile. Hein. Franchement, on se chamaillait, c'était violent. Hein. Donc, quelque part, à la fois, ce n'était que la continuité de notre enfance, où ils ont jamais été proches de moi. Mais le fait de le mettre en lumière par cet événement-là, fait que ça en est douloureux, parce qu'évidemment, en tant que petite sœur, encore plus par la symbolique masculin-féminin, je m'attendais à être protégée, tu vois. Est-ce que toi, moi, c'est un peu ce que tu disais, et moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Tu disais, le moment où je suis un peu passé à autre chose, je leur ai parlé, ils m'ont parlé. Il y a quelque chose, en fait, le moment où, moi, personnellement, je remets les gens dans leurs conditions humaines, je sors de la symbolique dont tu parles ou de mes fantasmes, et je me dis, en fait, on est tous sur le même pied d'égalité, et à moi de prendre soin d'eux, et souvent, c'est comme ça que les autres prennent soin de moi. Oui. C'est parce que je prends soin d'eux. Est-ce que toi, tu te vois prendre soin de tes frères ? En tout cas, j'ai l'impression d'être celle qui prend soin de la relation, du peu de relation qu'on peut avoir. C'est moi qui en prends soin, en fait, parce que je sais que si je fais pas ce pas-là, ça se fera pas. Il y a beaucoup de pas là-dedans. C'est marrant.
Non, mais en tout cas, on sort un peu du cadre du podcast et je pense que c'est pas à moi de dire ces choses-là, mais en tout cas, j'ai rebondi et justement, toi, dans ton rapport avec ton analyste, moi, j'entends que tu as envie de reprendre. Est-ce que c'est là? Est-ce que tu as envie de reprendre rendez-vous demain ou est-ce que tu as l'impression que c'est encore trop tôt? Alors, je dirais que c'est juste que les conditions n'y sont pas, en fait. Si tu veux, en quittant l'analyse, je me suis permise de reprendre des études de psycho à côté de mon travail, en fait. Et ça demande un temps fou. En fait, j'ai pas de... en fait, de septembre à juin, fin mai, on va dire, je n'ai pas de moment de souffle, en fait. Mes vacances professionnelles, ce sont mes temps de révision pour la fac, tu vois. Et du coup, trouver un soir dans la semaine pour aller en psychothérapie, c'est pas que c'est impossible, mais c'est hyper compliqué. Enfin, je sais que je trouve qu'il faut une stabilité dans la vie pour pouvoir être en thérapie, parce que c'est une régularité. Et c'est un équilibre que moi, j'ai pas en termes de temps. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, pour moi, ce serait trop. En fait, je fais le tri entre ce que je peux et ce que je peux pas faire. Et je suis tout à fait réaliste en me disant que, Marine, tu peux pas et travailler, et refaire des études, et suivre une psychothérapie. Enfin, je sais qu'en termes de... voilà, c'est une organisation que je ne m'autorise pas pour mon bien. Par contre, je sais pertinemment que j'y reviendrai. Ça marche. Il y a quelque chose je me disais, là je t'écoutais puis j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais pourquoi pourquoi je t'ai dit ce que je t'ai dit juste avant là? En fait, au lieu de te parler de toi, j'aurais dû, je me rappelle plus ce que j'ai dit exactement, mais bien parler de moi. La psychanalyse m'a aidé, je comprends pourquoi je te dis ça. La psychanalyse, moi, m'a aidé à faire émerger la colère et au final, très peu agir dessus rapidement, et ça m'a reconnecté à, je sais plus quel gars intelligent, Freud ou autre, a dit ne rien changer dans sa vie quand on fait une psychanalyse. Je crois qu'il y a une citation comme ça où il est invité à pas prendre de grandes décisions. Moi, je me disais, mais je vois pas comment tu fais du coup pour vivre. Mais ça m'a connecté à ça, c'est que je me souviens ne pas agir tout de suite sur la colère parce que la psychanalyse m'a aidé à réhumaniser tout le monde dans les conflits. Et du coup, une fois que j'avais bien craché, et je suis sûr que j'ai envoyé des lettres et je suis allé piquer des gens dans ma colère, hein. Mais je me souviens quand même que l'espace me permettait de cracher toute ma colère et alors de me dire, de sortir un peu de la question de moi j'ai été victime et l'autre l'agresseur, un peu une forme de dichotomie dans mes conflits, et de me dire, et voilà, de réhumaniser, de me dire ok, quelle est à moi ma part, etc. Je me rappelle que ça a amené pas mal de paix, mais ça n'a pas toujours fonctionné du tout, et encore aujourd'hui il y a des choses mais du coup c'est pour ça en fait, et dans mes liens avec ma famille, je pense que c'est vachement ça que moi j'ai travaillé en psychanalyse après que je sortais la colère de l'injustice, de créer un nouveau signifiant, un nouveau lien, de me dire ok, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que je peux, maintenant que je suis plus aveuglé par la colère, qu'est-ce que je peux comprendre ma colère est légitime, et dans un premier pas et dans un premier temps je la fais vivre, et en parallèle je peux aussi voir comment les autres ont vu la situation, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Moi ça m'a beaucoup apaisé. Mais donc voilà ce que j'aurais dû dire au lieu peut-être de venir un peu jouer au faux psy avec toi qui est pas très habile. Non, mais il y a pas de souci, parce que ce que tu as dit était tout à fait correct. Moi, je trouve que c'est en ça que la thérapie de manière générale et la psychanalyse sont importants, surtout vis-à-vis de la famille, je pense. C'est que si tu ne réfléchis pas sur les difficultés que tu as pu avoir, sur les liens avec ta famille, tu vas garder toute ta vie des colères, des frustrations, et un jour ça va péter, quoi. Et souvent c'est pendant les héritages que ça pète. Et moi je l'ai vu dans ma famille, c'est souvent à ce moment-là où tout est ressorti.
Sauf que si chacun avait fait un petit travail sur lui-même, s'était rendu compte que c'était des colères d'enfance, des frustrations d'enfance qui ressortaient, eh ben ils en seraient pas là, quoi. Tu vois, voilà, faut juste réfléchir à tout ça, faut juste analyser. Et moi, c'est ce que j'adore dans la psychologie, c'est que si t'analyses pas, tu comprends rien. Merci Marine pour ton témoignage. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin ? Je l'ai pas préparé, ça. Un petit mot de la fin. Alors, un petit mot de la fin spontané. Spontané. Non, je vais terminer sur un mot qui, je pense, on en entend beaucoup parler en ce moment, oui, mais qui pour moi vient un petit peu résumer, en tout cas, mes quelques années de difficultés dont j'ai parlé. C'est le mot résilience, en fait, et j'espère que ce message, tu l'entendras de ton oreille, Guillaume, parce que ça peut aussi te concerner en ce moment, si j'ai bien compris. Il faut un temps à toutes les choses, et la résilience, c'est l'aboutissement de tout ce temps passé. Et comme te disait ton ami, tu peux pas passer à côté. Donc c'est difficile, mais après la pluie vient le beau temps. Voilà ce que je peux dire. Merci Marine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.